Nous allons maintenant ouvrir la seconde table ronde de cette journée. Elle nous permettra de poursuivre la réflexion engagée dans cet axe consacré au parcours des victimes et aux réponses institutionnelles, en donnant la parole à plusieurs associations et structures qui interviennent à différents moments de ces parcours. Certaines accompagnent directement les victimes de violences sexuelles dans leur démarche et leur prise en charge, tandis que d'autres travaillent plus en amont, notamment dans le champ de la prévention et de la sensibilisation. Cette table ronde réunira des représentants de SOS Enfants Namur, du CPVS de Charleroi, du CPVS de Liège, du GAMS Belgique et de l'association Et du Consent. Pour animer cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir Rebecca Cardelli. Rebecca Cardelli est attachée de recherche en études de genre à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS. Sociologue de formation et titulaire d'un master en études de genre, ses travaux portent sur les inégalités entre les femmes et les hommes et sur les politiques publiques qui y sont liées. Elle s'intéresse actuellement aux violences conjugales et à leurs effets sur les trajectoires de vie. Dans ce cadre, elle développe un projet de thèse qui est consacré à l'articulation entre violences conjugales, santé mentale et parcours professionnel. Dans une démarche de recherche menée en lien étroit avec les acteurs institutionnels et associatifs engagés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Rebecca, je vous laisse animer cette table ronde. Merci Sylvie. Alors, cette deuxième table ronde est donc consacrée au parcours des victimes et réponses institutionnelles. L'introduction de Caroline Poiré va nous permettre vraiment de revenir sur certaines dimensions. L'entrée dans les institutions, la traversée des institutions, la notion de temporalité différente a été soulignée et je pense que ce matin également, il sera intéressant d'y revenir. On parlera aussi, comme l'a souligné le collectif Patouche, des angles morts et des invisibilités. Quelles sont finalement les personnes aujourd'hui qui restent invisibilisées dans ces dispositifs ? Et ensuite, quelques questions pour clôturer cet échange autour des transformations possibles, même si une série de recommandations a déjà été faite. Nous reviendrons aussi sur la parole de l'enfant, puisqu'on a vu que selon les étapes, elle est plus ou moins audible, reconnaissable et crédible. Donc ce sera aussi intéressant d'en discuter avec les personnes autour de moi. Je vais commencer par une première question adressée à SOS Enfants, au CPVS. Nous avons la chance d'avoir deux CPVS aujourd'hui, le CPVS de Charleroi et le CPVS de Liège. Oui, de Liège, tout à fait. Je me suis dit... ce sera vraiment très intéressant à la fois de voir ce qui les rapproche, ce qui les rassemble, les similitudes, mais aussi les spécificités, les particularités en fonction du territoire, mais aussi du lieu, puisque les lieux, vous le verrez, sont très différents. Première question, donc, on peut commencer peut-être par Marilyn, SOS Enfants Namur. La question porte sur l'entrée dans les institutions. Donc, comment les personnes finalement victimes de violences sexuelles arrivent jusqu'à vos structures? Avoir aussi peut-être une idée du profil de ces personnes. Bien sûr, il y a une diversité, mais peut-être le plus souvent, quel est le profil de ces personnes? Et aussi, par rapport à ce profil, finalement, qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur les obstacles pour pouvoir accéder à certaines aides? Oui, vaste question. Alors en fait, les équipes SOS Enfants, il y en a une quinzaine en Wallonie et à Bruxelles. Donc moi, je représente celle de Namur. On a tous des spécificités particulières, mais on s'adresse tous à des mineurs de 0 à 18 ans. Donc ça veut dire, dans le cas de violences sexuelles, ce sont des enfants ou des mineurs. Et en général, c'est plutôt les parents qui vont prendre contact avec nous. Alors c'est spécifiquement compliqué, je me réfère à ce qui a été dit par Kaleidos ce matin. Quand c'est de la violence sexuelle en intrafamilial, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on ne peut pas voir un enfant sans avoir l'accord de ses deux parents. On n'entend pas beaucoup, en fait. Ah.
Donc c'est compliqué dans la mesure où on doit avoir l'accord des deux parents afin de pouvoir rencontrer un enfant. Et donc dans les situations où effectivement c'est un parent qui a violenté son enfant, ben c'est compliqué. Donc c'est des démarches qui sont pas simples. Alors parfois en amont, avant de pouvoir avoir accès à l'enfant, parce que c'est vrai que le travail en équipe SOS Enfants, ben, c'est un travail systémique, mais c'est vrai qu'il est centré sur l'évaluation de l'état de l'enfant et puis de la prise en charge de l'enfant. Mais donc, voilà, en amont de cette prise en charge, ben, parfois il y a tout un travail à faire avec soit les mandants, quand on est dans des situations où l'aide à la jeunesse est déjà présente dans la situation, soit avec les parents. Voilà, avant de pouvoir avoir accès à l'enfant. Et donc c'est pas simple, effectivement, de pouvoir travailler certainement dans des situations de violence sexuelle intrafamiliale. Voilà. Alors les équipes SOS Enfants ne font pas que ça, mais une grosse majorité des situations qui nous sont orientées, ce sont des situations de violence sexuelle sur enfants. Et c'est pas simple parce que je pas reparler de ce que l'intervenant de Kaleidos a amené, mais ça, voilà, c'est compliqué. Merci Marine. On va peut-être donner la parole justement au CPVS pour voir, vous soulignez cette tension qui a aussi été mise en évidence sur les droits de la famille et puis la protection de l'enfant et des logiques aussi différentes. Est-ce que vous avez aussi cette difficulté au niveau des CPVS ou est-ce que c'est finalement très différent? Est-ce que vous pouvez prendre l'une et l'autre la parole? Donc de travailler avec les familles. Il faut savoir que d'un point de vue géographique, comme tu le disais tout à l'heure, on ne travaille pas de la même façon en fonction des services qu'on a autour de nous aussi. Et les CPVS, il y a quand même une harmonisation des pratiques au niveau des CPVS belges, enfin en Belgique. Donc on doit, en théorie, travailler avec les équipes SOS Enfants, mais chacun fait en fonction de sa réalité. Et la réalité fait qu'à Charleroi, l'équipe SOS Enfants est ultra débordée. Donc, on travaille pour certaines situations intrafamiliales avec eux. Et par exemple, on a convenu d'un âge. Donc, quand ils sont vraiment tout petits, dans ces cas-là, l'équipe SOS Enfants sait plus facilement prend en charge chez nous. Sinon, pour le reste, en fait, nous, la problématique, c'est de trouver qui pourrait travailler le systémique, parce que comme l'intervenante Elisabeth de Kaleidos l'a dit ce matin, la systémique est super importante à travailler, ce qu'on ne sait pas vraiment faire au sein du CPVS, parce que ça sort un petit peu de notre pratique, et on n'aurait pas le temps de commencer à faire tout ça. Mais on n'a pas de service vers qui référer vraiment. Il manque vraiment des intervenants au niveau psychosocial, en tout cas des équipes pour travailler avec les enfants. Karine? Alors tu parlais des entrées, de la façon dont les gens arrivaient chez nous. Donc en fait, il faut savoir qu'on a parlé, Mme Poré a parlé tout à l'heure justement du principe de collaboration entre différents partenaires, et donc tous les CPVS sont directement, officiellement, légalement partenaires avec la police et avec la justice, et il y a donc chaque fois un référent pour chaque CPVS dans chaque secteur. Ça veut dire que maintenant, pour tous les CPVS de Belgique, toutes les zones de police ont été développées, ont été formées. Ce sont des inspecteurs mœurs qui sont spécialisés, qui vont venir chez nous le jour J, puisqu'on a en effet une unité de lieu d'action de temps pour faire les auditions dans le cadre des faits aigus. Et donc ça veut dire aussi que toute personne qui ne nous connaît pas, parce que malheureusement il y a encore énormément de personnes qui ne nous connaissent pas, ça c'est un travail sur le long terme, toute personne qui décide d'aller porter plainte et qui arrive en commissariat, les commissariats savent que ce sont les CPVS qui maintenant en Belgique prennent en charge les violences sexuelles, et donc ils vont automatiquement renvoyer vers nous. Donc ça déjà c'est une porte d'entrée, c'était la première porte d'entrée il y a quelques années, ça reste évidemment une porte d'entrée pour les personnes qui veulent porter plainte, qui ne nous connaissent pas. Idem, les hôpitaux, alors pour la police ils savent c'est 7 jours, au-delà ils vont nous téléphoner ou ils vont renvoyer, mais ils vont quand même parler de nous. Les hôpitaux c'est pareil. Donc, étant donné que les CPVS sont maintenant dans la loi, les hôpitaux savent tous que si une
personne se présente aux urgences ou évoque un fait de violence sexuelle récent dans le cadre de son hospitalisation, ils doivent appeler le centre CPVS de la province et référer pour voir, en fonction évidemment de l'urgence médicale, s'il y a lieu, eux, de faire une première prise en charge urgente ou de nous renvoyer directement la personne dans l'hôpital qui a le CPVS de la province. Donc ça, déjà, ce sont deux portes qui sont officiellement assez radicales. Pour autant qu'on ne tombe pas évidemment sur le dernier assistant sorti de l'école qui n'est pas encore au courant. Il y a toujours des petits bugs, mais de manière générale, ça fonctionne bien. Et puis alors, depuis pas très longtemps, il y a aussi un décret par rapport au transport ambulancier, puisque avant, une personne qui était prise en charge sur la voie publique, par exemple, qui évoquait un viol, qui arrivait, l'ambulance devait aller dans l'hôpital le plus proche, comme c'est la loi, sauf pour certaines catégories de problèmes, notamment un brûlé, forcément, il va être envoyé directement vers le centre des brûlés le plus proche et non pas vers l'hôpital le plus proche. Et maintenant, c'est la même chose pour les CPVS. Donc, s'il y a une notion de viol lors de la prise en charge par l'ambulance de la victime, à ce moment-là, pour autant, ils ont forcément des algorithmes décisionnels, pour autant qu'il n'y ait aucune urgence médicale, à ce moment-là, ils vont aller directement vers le centre CPVS. Donc voilà, ce sont des portes qui sont facilitées, qui sont rodées. Et puis, il y a Internet qui commence à fonctionner. ChatGPT parle de nous. Donc, si on parle à ChatGPT, il renvoie vers le CPVS. J'ai un peu discuté avec lui ce week-end. Il gère bien. Il est bien au courant. Et donc, il y a des personnes qui nous téléphonent spontanément et qui vont spontanément demander. Après, il y a tous les partenaires sociaux qu'on essaie de rencontrer, d'informer, les PMS, les maisons médicales, les médecins traitants, etc. Et donc, toutes ces personnes qui sont en première ligne avec des publics cibles potentiels, on essaie d'être en contact avec eux, de les rencontrer un maximum, d'accepter aussi leurs sollicitations pour pouvoir se faire connaître, qui connaissent nos limites et qui puissent nous téléphoner. Donc il y a toujours cette possibilité aussi de nous téléphoner, même dans le doute, quitte à ce qu'on réoriente, mais qu'on puisse voir. Voilà. Et donc tout à l'heure, vous parliez d'un mois, et je voulais préciser avant de faire le truc. Un mois, il y a 3 catégories, il y a 7 jours, 1 mois et plus. Quand on nous téléphone pour des faits anciens, on accepte toujours, mais on prévient la personne qu'on ne pourra pas faire un suivi psychologique sur le long terme. Par rapport à ça, merci Karine. Par rapport à cela, par rapport à cette remarque justement de la temporalité, et effectivement les CPVS ont quelque part pour mission de réagir assez rapidement. Il y a cette idée du moment des faits. Au niveau du CPVS de Charleroi, il y a eu, vous nous aviez envoyé des statistiques intéressantes par rapport à votre pratique, bien entendu, mais vous pouvez donner une proportion justement par rapport à ce que disait Karine, du pourcentage finalement de demandes qui sont des demandes liées finalement à une temporalité très courte et du pourcentage de demandes qui sont hors délai. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur? J'avais le sentiment que vous aviez parlé de 80%, 20%, c'est possible? Hors délai, c'est au-delà des 30 jours, c'est ça? C'est ça. Oui, ça doit être ça. Et par rapport justement à ces personnes qui sont hors délai, comme disait Karine, comment ça se passe pour ces personnes qui arrivent effectivement et qui ne sont pas nécessairement dans le cadre de vos actions, de vos interventions spécifiques? Ben, comme dit Karine, on peut pas, on les prévient directement, on les reçoit, on fait un entretien de manière bienveillante, comme toute autre victime en fait. Et alors, tant que faire se peut, on essaie qu'une psychologue soit là parce que parfois, plus au courant aussi du réseau d'aide vers qui on pourrait orienter, on va voir un petit peu quel est le besoin. Parce que le besoin d'une personne qui a rencontré une violence sexuelle il y a 5 ans va pas être le même que quelqu'un qui a eu une violence sexuelle hier. Donc on va faire un entretien et on va voir un petit peu vers quelle personne du réseau, vers quel service du réseau d'aide on va pouvoir orienter pour que le besoin soit rempli de manière adéquate. Voilà. Il y avait aussi, je dirais, une information assez interpellante, en tout cas pour quelqu'un de l'extérieur, sur le profil des personnes au niveau du CPVS de Charleroi qui s'adresse à vous en termes d'âge, en termes de sexe. Vous pouvez en dire un petit peu plus par rapport à ce profil? À Charleroi, on a beaucoup de mineurs au sein de nos victimes. L'année passée, pour toutes nos victimes, on avait 54% de nos victimes qui étaient mineures.
Mais voilà, ce ne sont pas des données belges parce que ce n'est pas la même chose dans tous les CPVS. Mais bon, chez nous, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort un peu plus. Après, quand on dit CPVS de Charleroi, il ne faut pas qu'on s'arrête non plus à la zone géographique et à la ville de Charleroi, parce que c'est souvent ce qu'on fait, un peu l'amalgame. Mais finalement, on couvre une zone géographique qui va après de Senef jusqu'à Chimay. Donc, enfin, plus ou moins, hein, parce que parfois Mons disent que c'est trop loin pour eux, mais concrètement il n'y a pas de CPVS par là, donc c'est vers nous qu'on oriente aussi. Et le CPVS de Namur n'est pas là depuis si longtemps que ça, donc avant on avait aussi toute, une partie du Namurois, puisque l'autre elle est vers Liège à mon avis. Donc voilà, donc quand on parle on n'est pas arrêté à une zone géographique. Merci. Je voulais revenir sur cette idée du parcours des victimes, et on le disait, le CPVS, Caroline Poiré disait aussi, finalement, permet une prise en charge plus globale. Vous parlez de prise en charge holistique. Vous pouvez peut-être, Karine, en dire deux mots ? En quoi, finalement, ces CPVS, aujourd'hui, peut-être amènent une valeur ajoutée par rapport à ce qui existait avant, notamment par rapport à la parole des personnes victimes de violences sexuelles ? Ben oui, c'est ce qu'on disait, c'est parce que au lieu d'avoir une personne qui va devoir faire une sorte de chemin centripède et partir dans toutes les directions, renvoyer de porte en porte par chacun nouvel intervenant, raconter sa nouvelle histoire chaque fois à tout le monde, payer, ne pas avoir des personnes nécessairement formées. On va avoir ici, un lieu qui se veut accueillant, bienveillant, qui va permettre de faire une coordination. Et donc l'équipe d'infirmières et de psychologues qui sont dans chaque centre CPVS sont formés pour, et vont permettre la coordination de tous les intervenants, la police, le magistrat, le médecin légiste si nécessaire, mais les infirmières ont une formation pour pouvoir elles-mêmes faire tout ce qui est médico-légal comme prélèvement, ce qui diminue à nouveau encore les intervenants supplémentaires. Elles vont permettre d'orienter vers le suivi extérieur s'il y a un suivi nécessaire, de faire des appels téléphoniques par après, donc d'avoir cet accompagnement des infirmières et puis des psychologues, donc des accompagnements aussi de nature différente, et tout ça gratuitement. Donc en fait, ça va permettre vraiment un cocon de prise en charge. Les policiers sont formés, les magistrats sont très impliqués, et donc voilà, ça crée une dynamique qui est extrêmement bienveillante et beaucoup plus efficace, parce qu'il y a une sorte de stimulation entre les partenaires. Et par exemple, là, on a eu cette semaine-ci une gamine de 15 ans, inceste, mais les faits datent d'il y a 1 an. Et donc, on a quand même tout mis en place parce qu'on ne voulait pas la laisser au milieu. Elle avait porté plainte avant de venir, mais elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle était chez la maman de son petit ami qui l'accueillait en attendant parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Et donc, nous, on a téléphoné au magistrat pour savoir ce qu'il avait mis en place, pour savoir si on faisait un signalement au SAJ, pour coordonner en fait ce que la police avait fait, ce que le magistrat avait déjà entamé, et pour pouvoir autour d'elle rassembler les infos, etc. Donc, même à distance, on peut créer ça. Voilà. Mais c'est vraiment, comme vous le dites, finalement, une initiative personnelle. Ça me permet un peu de rebondir sur ce que disait Fabienne Richard dans votre rapport Prévenir et soigner. Prévenir et protéger. Je vais vous donner le micro. Prévenir et protéger, vous parliez... Je pense que ça marche. Voilà. Vous parliez, Fabienne, notamment de l'absence d'un protocole standard clair. Et ça faisait écho un peu à ce que disait Madame Masset sur cette idée qu'il y a une errance thérapeutique et que quand on n'est pas forcément, quand on n'a pas ce profil spécifique pour pouvoir peut-être faire appel à certaines structures, on ne sait pas véritablement comment et où être pris en charge. Et ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est que vous parliez de cette nécessité de trajectoire. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Merci. Donc, juste pour resituer le rapport, c'est un rapport qu'on a sorti en 2024, qui est à l'initiative de Femmes de droit et GAMS. Donc, Femmes de droit est plus connue sur les violences sexuelles faites aux enfants et l'inceste, et le GAMS par rapport à l'excision. Pourquoi on s'est unis? Parce que ça peut paraître bizarre, pourquoi je suis là en tant que GAMS, c'est qu'on a vu qu'il y avait la même loi du silence, la même question de loyauté, avec les questions d'excision et d'inceste, où on te dit si tu parles, t'es mort, voilà, et qu'on n'ose pas porter plainte parce qu'on sait que c'est peut-être nos parents qui iront en prison si on porte plainte, et que la famille va être éclatée. Et même dans les signes cliniques, au niveau psychologique et physique, on avait beaucoup de points communs. Donc voilà pourquoi on s'est alliés. Donc c'était un projet soutenu par l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et effectivement, donc il y a eu plusieurs interviews de professionnels de terrain. Et là-bas, c'était à l'école. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un dévoilement à l'école? Et nous, en fait, nos propres associations sont régulièrement interpellées par des personnes qui travaillent à l'école. Alors ça peut être directeur, directrice d'école, ça peut être enseignant, enseignante, ça peut être PMS, ça peut être aussi le PSE. Et à chaque fois, les gens nous appellent en disant qu'est-ce qu'on doit faire? Et on leur dit mais allez, dans votre école, dans votre institution, vous n'avez pas une trajectoire, il n'y a pas. Alors ils disent ben, c'est pas si évident que ça. Et on avait essayé lors du colloque sur le PowerPoint de montrer en fait c'était comme une pelote de laine complètement mêlée, enfin, les liens entre qui doit faire quoi, l'action du secret professionnel partagé, ceux pour qui c'est obligatoire, par exemple la différence entre PSE et PMS ou PSE, ben, l'enfant il doit venir à sa consultation, mais PMS c'est sur base volontaire, on peut pas, enfin voilà, plein de choses. Et en fait c'est très très dur, même pour les gens dans l'institution parfois, de savoir quel levier on doit. Et donc on s'est dit il y a absolument besoin d'une trajectoire, et on s'était inspiré en fait d'une trajectoire faite à Bristol. Donc à Bristol il y avait Dr Michelle Cutland qui est une experte sur les violences sexuelles faites aux enfants, qui a utilisé le temps du Covid, où voilà, malheureusement c'était plus calme, il y a eu un effet rebond après, mais où ils ont travaillé sur une trajectoire où en fait, à chaque cas, on dit quand le dévoilement vient d'un enfant, quand il vient de l'ami d'un enfant, quand c'est un professionnel qui voit des signes, enfin, dans chaque cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, on pense que ça peut vraiment, l'avantage est de faire gagner du temps, qu'il y aura plus d'enfants identifiés et protégés. Et bien sûr, ça doit être accompagné d'une formation. Donc, comme Madame Poiret disait, enfin, nous, on plus soit, hein, qu'il faut que tout le monde soit formé, je rappelle que l'ARES a quand même fait des recommandations qui, je pense, datent de 2021, où il y a plein de gens ici qui ont participé aux travaux, où déjà là, on disait il faut que dans toutes les formations de base, on parle des violences. Et pour l'instant, ce n'est pas intégré parce qu'on parle de l'indépendance académique des facultés. Et là, on est coincé. Et moi, comment on pourrait forcer les universités à mettre ça au programme? Parce que quand on sait que c'est une femme sur 3 qui subit des violences, pourquoi encore aujourd'hui, on nous dit non, c'est l'indépendance académique, vous ne pouvez pas nous forcer à inclure ça dans les programmes? Merci Fabienne. On va avancer sur la traversée des institutions. On l'a vu tout à l'heure, effectivement. Et Marilyn, vous disiez, c'est compliqué parce qu'il y a des logiques différentes et on se retrouve à devoir effectivement accueillir des enfants, la parole des enfants, mais également avoir l'accord des parents. À travers un exemple, est-ce que vous pouvez expliquer justement comment c'est difficile et concrètement, pour que je puisse aussi me faire une idée, comment ça se passe finalement et qu'est-ce qui est difficile, à quel moment finalement les obstacles apparaissent dans la prise en charge et votre accompagnement? Mais je profite de votre question pour faire une petite parenthèse, pour faire la publicité, entre guillemets, du chat qu'on a mis en place. Donc c'est le chat Maintenant j'en parle, qui est un chat qui est ouvert tous les soirs de la semaine et il y a des professionnels qui répondent et qui sont adressés justement aux mineurs qui ont pu vivre de loin ou de près de la violence sexuelle. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est... on se rend compte, je pense que tout le monde ici dans la salle le sait, mais que c'est extrêmement compliqué de pouvoir sortir du silence, adultes comme enfants, et que ça, c'est aussi en lien avec le fait que peut-être que dans la formation, il manque certaines choses chez les professionnels, c'est qu'on se rend compte que sur le chat, il y a toute une série de jeunes qui se connectent et qui ont déjà un suivi psychologique en cours, mais qui, dans le face-à-face avec leur thérapeute, sont dans l'incapacité de pouvoir aborder des faits de violence sexuelle. Et on sait que ça reste une problématique et une thématique qui reste taboue et avec laquelle toute une série de professionnels ne sont pas à l'aise. Voilà, donc ça c'était, je ferme la parenthèse par rapport au chat. C'est vraiment une porte d'entrée qui est intéressante parce que ça permet
sortir du silence, et c'est un premier pas vers éventuellement une prise en charge. En tout cas, le fait de ne pas rester seul, ça c'est vraiment un chouette outil. Voilà. Sinon, par rapport aux enfants qu'on aimerait pouvoir aider dans les équipes SOS Enfants, mais il faut savoir que finalement, ça dépend finalement d'adultes, le fait qu'ils puissent arriver jusque dans notre service. Et donc, ça veut dire que leur souffrance, ce qu'ils ont vécu, doit pouvoir être, leur parole doit pouvoir être portée par un adulte responsable qui reconnaît la souffrance de l'enfant et qui alors veut aider son enfant, mais potentiellement doit pouvoir se mettre au travail aussi au niveau familial. Donc c'est important voilà, l'enfant lui-même ne va pas prendre son téléphone et appeler un service en disant qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien en famille, d'autant qu'on sait que, ben oui, forcément, les enfants sont attachés à leurs parents, quel que soit le type de parents auquel ils ont affaire. Et donc, voilà, c'est la prise en charge se fait individuelle dans ces cas-là, où c'est une prise en charge Alors ça, c'est vraiment au cas par cas, mais voilà, a priori, quand c'est des violences sexuelles intrafamiliales, on ne peut pas ne pas travailler avec la famille, voir la famille sur 2 générations. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir créer un setting de prise en charge qui soit adapté à la situation de l'enfant. Donc ça nous arrive d'aller voir des papas en prison. Enfin voilà, il faut avoir la vue la plus large possible autour de ce qui s'est passé pour l'enfant, pour pouvoir au-delà d'avoir une compréhension de la situation, de se dire mais de quoi cet enfant a besoin, de quoi cette famille a besoin pour sortir de cette situation. Effectivement, on a beaucoup parlé des besoins. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion autour de la gestion du risque et des risques peut-être imminents pour l'enfant? J'adresse en fait cette question aussi au CPVS, de savoir à un moment donné si effectivement dans ce travail d'écoute, de prise en charge, on se dit, bon, ici on est face à un risque très important, imminent, et que fait-on dans ces cas-là? Souvent, on est dans la merde. Excusez-moi d'avoir posé la question. Ah ben non, évidemment, elle prend tout son sens, la question. C'est pour ça que tu me l'as laissée. Oui, le risque imminent, il est là régulièrement, c'est pas rare. Avec parfois un intervenant professionnel de l'autre côté pour qui c'est rare. Ce qui veut dire qu'on doit gérer à la fois la prise de décision et l'interaction avec un intervenant qui est dans un émotionnel parfois exalté et qui est perdu. Je pense à des personnes de PMS, par exemple, qui nous connaissent et qui vont nous appeler. On a une histoire l'année dernière, si vous voulez, un cas très, très clair et très facile dans la complexité, où la psychologue d'un PMS nous appelle et nous dit, voilà, j'ai une jeune fille, elle a 14 ans, elle est venue nous trouver parce qu'elle nous dit que le monsieur qui est compagnon de sa maman, qu'elle appelle l'homme, abuse d'elle depuis plusieurs années, et elle voudrait bien que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait bien de venir chez nous. Sauf que là s'enclenche tout un process, parce que pour nous, il y a un danger imminent, forcément. C'est à la maison, ça dure depuis longtemps. La gamine, elle veut que ça s'arrête. La personne du PMS, elle n'est pas à l'aise du tout avec la situation, elle ne sait pas quoi en faire. Et elle compte un peu sur nous. Et nous, tant que la gamine n'est pas chez nous, on ne sait rien faire. On ne peut pas nous faire un signalement, on peut... Donc, à ce moment-là, on propose de pouvoir discuter avec la gamine qui, elle, ne voulait pas venir chez nous au départ. Et donc là, c'est toute la complexité de plein de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une responsabilité qui se pose là. Et on se dit, maintenant qu'on sait, on ne peut pas la laisser rentrer chez elle. Les faits sont très clairs. Tous les vendredis, il vient pour je ne sais plus quelle fête de sa religion et il donne de l'argent à sa maman. Et elle sait bien, elle, en échange de quoi il va donner l'argent à sa maman. La maison dépend aussi de lui, puisque, a priori, il y a toute une intrication économique. Donc, on ne veut pas la laisser rentrer chez elle dans notre point de vue de professionnel théorique.
Et en même temps, la gamine, elle n'a pas envie de venir. Et en même temps, nous, on sait ce que ça va enclencher. Elle nous dit qu'elle ne veut pas qu'on en parle à sa maman. Elle ne veut pas que sa maman soit au courant. Et donc, je demande à lui parler au téléphone pour essayer de voir où sont ses priorités. Je lui dis, qu'est-ce qui est important pour toi? Elle dit, je veux que ça s'arrête. Je dis, mais si tu veux que ça s'arrête, il va falloir venir chez nous. Mais ça ne va pas être simple. Voilà. Et donc, c'est toute cette complexité où l'urgence va faire qu'on veut protéger, que quand on veut protéger, on met parfois l'enfant dans une situation où après, il ne sait pas s'il est pire ou mieux. Ces petites, parce que sa sœur, du coup, a dû être embarquée aussi, ces petites sont restées 1 mois chez nous à l'hôpital pendant le mois de juin, pendant la période des examens. Il faisait beau, voilà, donc elles ont été en prison pendant 1 mois, le temps que le SAJ trouve un hébergement, avec la possibilité évidemment de les envoyer à Tournai dans un SRU, puisqu'on ne trouvait pas de famille d'accueil. Il y avait le vide total autour de la maman. La maman a évidemment refusé de rompre avec le monsieur qui était son seul point de repère en Belgique, une maman turque. Donc toute la situation très complexe où il n'y a pas moyen de trouver une petite porte de sortie et où le fait de répondre à ce danger imminent fait qu'il y a un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qu'on leur fait, en fait. Voilà, on a eu la chance ici qu'elles sont revenues nous voir, une des deux est revenue nous voir à 2 reprises, et qu'on a pu lui poser la question de savoir si, avec le recul, elle pensait que c'était bien. Et elle a dit oui. Voilà. Mais voilà, au milieu de son hospitalisation, un jour, elle est venue me trouver, elle m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, j'ai menti. Je lui ai dit, bah oui, je m'attendais un peu à ce que tu me dises ça à un moment donné, mais je sais que c'est pas vrai. Et donc voilà, c'est compliqué. Merci Karine. Oui, c'est compliqué, mais ça nous permet, je trouve, de cerner aussi toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et les logiques différentes. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que des personnes autour de la table veulent réagir ou faire part de leur point de vue ou ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que ce qu'on a en tête, la première chose, c'est de se dire, avant de tenter quoi que ce soit de plutôt thérapeutique, il faut protéger. Mais c'est clair que protéger, c'est pas si simple et que voilà, c'est toute une série de démarches à faire qui se font parfois contre la vie du jeune ou de l'enfant qui doit être protégé. Et bien souvent, comme on le disait ce matin, on se retrouve dans des situations où après, on se dit, mais en fait, c'est pire. Enfin, c'est pire. Une famille a explosé, il y a un enfant qui est mis sur le côté et qui est stigmatisé comme étant celui qui a fait exploser la famille. Enfin, voilà, c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appuie sur le bouton, on se dit, là, voilà, il faut protéger, et donc on va au parquet, où il y a toute la machinerie qui se met en route. On ne sait pas... Il y a un moment donné, on n'a plus le contrôle et on ne sait pas vers où ça va aller. Mais en tout cas, mettre en place une aide ou une évaluation pour un enfant ou une famille à partir du moment où l'enfant est encore dans une situation où il est en danger, c'est peine perdue. Donc effectivement, le fait de mettre à l'abri, c'est important, mais c'est pas tout, quoi. Merci. Oui. Mais comme le disait Karine aussi, il y a la manière de le dire aussi. Quand on est avec des adolescents, c'est parfois un peu plus facile, dans le sens où on peut discuter clairement avec eux et en général, on leur cache pas. On leur cache pas. Oui, ça va. C'est un pavé dans la mare. On sait bien que ça va. Voilà les conséquences que ça risque d'entraîner. Tu risques d'être éloigné de ton milieu familial. Voilà, on le dit quand même, mais quand on dit les choses. Mais pour l'enfant, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à entendre. Tout à l'heure, on disait aussi qu'il fallait prendre aussi en considération que l'enfant est attaché à son parent. Ça aussi, c'est important d'y aller de manière bienveillante par rapport à ça, parce que ça reste son parent et on en a quand même pas mal dans les enfants. Mais c'est papa et je l'aime. Oui, tu l'aimes, c'est vrai. Et je sais plus qui disait qu'à côté de ça, il y a plein d'autres souvenirs. C'est vrai que c'est difficile à concevoir parce que l'inceste, c'est inconcevable. Mais voilà, il y a plein d'autres choses aussi à côté et c'est tout à prendre en considération. Nous, on a de la chance on a de la chance entre guillemets avec les CPVS, c'est qu'on est rattaché à des hôpitaux et qu'on peut éventuellement hospitaliser en pédiatrie en cas d'urgence. Le pédiatre peut décider de ça, comme on le disait. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pas du tout un endroit pour ces enfants-là qui sont clairement en prison. Et avant de trouver des solutions au niveau de l'aide à la jeunesse. Mais c'est une solution temporaire quand même.
Merci beaucoup pour ce complément. Oui, bien sûr, Fabienne. Non, j'aurais voulu faire un point par rapport à la médiation, parce qu'on sait que le Grevio le recommande pas du tout, et au danger, nous, les témoignages qu'on a eus de victimes qui ont osé en parler dans un service, à l'école, et après c'est aller à SOS Enfants ou SAJ, c'est que de forcer, en tout cas c'est dans les textes, donc vous êtes obligés, mais dans les décrets qu'il y ait le papa, la maman, autour, en fait, on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut avoir. Et nous, dans les témoignages qu'on a ici, c'est une fois que la jeune a parlé, on m'a dit que, à mes parents que je les avais dénoncés, que maintenant ils étaient surveillés. Quand on est rentré à la maison, j'ai pris la raclée de ma vie. J'ai été punie pendant 3 mois jusqu'à ce que je promette de ne plus jamais révéler notre secret. J'avais 10 ans. Les violences sexuelles ont continué jusqu'à mes 19 ans. Et on a plein de témoignages où il suffit que le père regarde sa fille, elle se tait. Donc les tables rondes où soi-disant, on discute et on trouve une solution, je trouve que c'est très très dangereux. C'était en tout cas des témoignages qu'on a des victimes. Merci Fabienne pour cet éclairage. On voit qu'il y a en effet des tensions qui ont été mises en évidence par Caroline Poiré aussi entre ce droit supérieur de l'enfant, cette protection, et puis les liens familiaux, le droit de la famille, le conflit de loyauté. Et donc on voit véritablement que c'est vraiment, vous l'exprimez très bien, hein, c'est difficile, c'est compliqué, il n'y a pas toujours de réaction juste, mais voilà. Il n'y a pas de meilleure solution dans ces cas-là. Il n'y a que ce que l'on a le sentiment qui sera la moins mauvaise. Ça, je dis toujours à l'équipe parce qu'on débriefe tout le temps, parce que tout le temps on est face à des trucs qui... Et je dis, il ne faut pas que vous essayiez qu'il y en ait une qui ait raison, parce que parfois il y a bras de fer. Le principe, c'est pas que quelqu'un ait raison, c'est qu'ensemble on trouve la moins mauvaise solution, parce que la bonne solution, elle n'existe pas. Donc, par rapport à ce que disait aussi Fabienne, je repensais à cette notion dans la vidéo du collectif Patouche de l'adultisme. Et est-ce qu'on n'est pas aussi là quelque part dans une forme de rapport de pouvoir qui se réinstalle, même finalement quand on est dans la révélation de la parole, et même quand on finit par oser en parler, ça se rejoue quelque part à certains moments. Je vois que Mélodie fait oui, et puis, si vous voulez bien, pour compléter. Mais oui, nous, on intervient vraiment à un tout autre endroit, vu que nous, on est vraiment dans la prévention, on n'est pas dans l'accueil de la prise en parole nécessairement des jeunes, mais on a quand même des animations. Donc, pour juste donner du contexte, on a une ASBL qui s'appelle EduConsent. On anime et on sensibilise les jeunes au consentement. On a commencé avec les très jeunes, maintenant on fait aussi les universités, les écoles secondaires, etc. Et les adultes, surtout les adultes qui encadrent les jeunes. Donc on est actif dans certains CP, de PMS, dans des adultes qui encadrent des jeunes qui sont sous la protection du juge, etc. Donc un peu plein de secteurs et institutions différentes. Et nous, quand même, ce qu'on se rend compte, c'est pas toujours facile de créer un cadre vraiment propice aux jeunes, de pouvoir libérer la parole. Et même si certains adultes sont vraiment extrêmement bienveillants et ont envie de créer ce cadre, il y a certains stéréotypes parfois qui ont encore un peu la vie dure et qui fait que du coup ça rend parfois un peu compliqué pour les jeunes de pouvoir vraiment se parler complètement et se libérer à ce sujet-là. Donc nous, on essaie d'accompagner les parents aussi à ce niveau-là, et même s'ils ont parfois un peu certains ont cette réaction de prendre ça très personnellement et ont du mal parfois à se remettre en question par rapport à ça, on essaye quand même de pouvoir réouvrir cette parole et rendre ça plus accessible du coup avec les adultes qui encadrent les jeunes et les parents, parce qu'on pense que c'est essentiel de pouvoir les avoir dans la solution aussi. Merci Mélodie. Peut-être si on peut donner le micro. Delphine, oui. Oui, mais c'est gentil de me donner la parole. Il y a un téléphone, c'est le mien justement, ça tombe bien.
Voilà. Mais donc, oui, c'est pas moi, c'est plutôt Ensemble contre l'inceste qui a organisé la manifestation enfantiste. Enfin, donc, moi, sur le sujet, je suis pas spécialiste. Après, comme beaucoup d'intervenantes l'ont dit, je pense qu'on est dans un système patriarcal. Enfin, ça a été dit ce matin, y compris au sein de la famille, où souvent le père, les parents, mais souvent le père, voilà, ont une autorité sur l'enfant, qui entretient du coup aussi cette impossibilité de parler et qu'on va légitimer d'ailleurs socialement la plupart du temps. Alors, et à toute la limite, de savoir quelle est l'autorité juste qu'un parent peut avoir sur son enfant. Mais je pense que c'est intéressant de se dire aussi que, voilà, bien souvent, on a tendance à considérer qu'en effet, l'adulte a presque tout pouvoir sur son enfant et que l'enfant est pris là-dedans. Mais ouais. Merci. Je voudrais revenir justement peut-être vers vous, Mélodie, par rapport à vos missions et aussi au travail, je pense, que font aussi les CPVS sur la prévention. Vous avez aussi une série d'activités, en tout cas, en lien avec la prévention. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que dans le travail de formation que vous faites dans les écoles, est-ce que vous observez des différences d'accueil finalement de vos formations en fonction du sexe, en fonction d'autres aspects? Oui, donc ça, c'est sûr que ça joue très fort quand même. Comment c'est réceptionné par rapport, chez les jeunes, nos animations. Et on voit que la socialisation des jeunes est quand même assez marquée et très genrée. Par exemple, nous, on commence toujours des animations. Une des premières questions qu'on pose, c'est qui a du mal à dire non, par exemple. Et là, on voit que c'est énormément de jeunes filles qui lèvent la main, très peu de jeunes garçons. Et quand on pose la question inverse, on voit les résultats inverses aussi. Donc nous, on voit que ça a un impact assez conséquent en fait sur comment se déroulent les animations et aussi comment en fait entre eux, jeunes filles, jeunes garçons, eux se positionnent donc par rapport à toutes ces questions. Et on remarque en fait vraiment ce qui en ressort, c'est que les jeunes garçons ont du mal en fait à se rendre compte que les filles, enfin souvent les jeunes filles, n'arrivent pas à dire non parce que pour eux ça coule de source, ça sort vraiment de leur champ du possible que c'est pas évident de pas savoir dire non. Donc ça c'est quand même une observation assez principale que nous on a et en fait et puis la place aussi que l'un ou l'autre prend dans les animations est assez importante, même la prise de parole, la légitimité de prendre la parole. Nous c'est quand même, il n'y a rien à faire, mais beaucoup de jeunes garçons qui prennent beaucoup d'espace et eux sont assez forts sur la défensive souvent dans nos animations quand on parle de violences sexuelles sexistes. Donc on passe énormément de temps à débunker ça avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur la défensive? Pourquoi, par exemple, il y a énormément de croyances, de fausses accusations qui les garçons véhiculent. Donc, on passe énormément de temps en fait à parler de ça, et ce temps en fait est retiré aussi aux jeunes femmes de pouvoir poser leurs questions sur les violences sexuelles, sexistes, et comment est-ce que le consentement se matérialise pour elles. Donc, oui, clairement, par rapport au genre, c'est quand même assez flagrant la différence dans nos animations. Moins, par contre, parce que je sais que beaucoup nous posent la question sur les milieux socio-économiques, si ça a un impact, et nous, on le voit très peu, en fait. On sait aussi que voilà, les violences sexuelles et sexistes, ça transcende toutes les classes, tous les milieux sociaux, toutes les religions, etc. Mais aussi dans l'accueil, c'est assez similaire. Les questions diffèrent, c'est sûr. La prise de parole est parfois assez différente, mais ça, c'est peut-être souvent plus lié, en fait, aux religions et au parcours religieux et contexte culturel à la maison plutôt que tout ce qui est aspect socio-économique. Ça, c'est juste notre constatation. Merci. Est-ce que les CPVS, vous voulez peut-être aussi réagir par rapport à cette mission de prévention et de formation, de sensibilisation? Alors, on n'a pas de mission de prévention. On n'est pas là pour faire de la prévention. Parce qu'en général, quand ils arrivent chez nous, malheureusement, c'est trop tard. Mais voilà, il y a une série d'activités. Dans votre PowerPoint, j'ai vu que vous aviez une série d'activités qui permettent de sensibiliser ou d'apprendre à mettre des limites. En fait, c'était plutôt par rapport à ça. Nous, on ne fait pas d'activité pour sensibiliser. Vous le faites alors, d'accord, c'est ça. Nous, on sensibilise à l'existence du CPVS déjà, et on sensibilise aussi les professionnels au fait d'éduquer et à la prévention, justement. Donc, on est à fond pour les VRAS, mais on ne le donne pas. Mais Alia, je vous fais des activités. Oui, on a souhaité il y a 2-3 ans se rapprocher de l'université
Et des étudiants, ça a commencé d'abord en étant présent au Festival des Ardentes, où on a rencontré des jeunes, puis alors on nous a demandé, la ville nous a demandé d'être présent à l'Unifestival, à la Garden HEC. Et donc là, comment on a commencé à approcher les étudiants, on s'est dit, c'est vraiment un focus important. Puis de là, on a été contactés, nous, par l'AMEL, qui est la Maison liégeoise des étudiants, qui nous a demandé de faire avec eux des actions en début d'année au moment des baptêmes. Donc l'année dernière, on a fait 3 soirées pour voir les bleus. Et cette année-ci, on a fait 6 soirées, 3 pour voir les bleus et 3 pour voir les togés, en se disant c'est important aussi qu'on voit ceux qui sont de l'autre côté du jeu. Et donc l'idée, c'est bien parce que le système de jeu de rôle du baptême fait que on leur impose de venir. Chaque comité de baptême doit imposer à ces bleus de venir. Et si le comité de baptême ne joue pas son rôle, ils ont une pénalité de 500 €. Donc on a tous les bleus qui viennent. Et ils viennent avant une bleusaille, donc ils sont motivés quand même parce qu'après il y a la bleusaille. Donc on a fait 3 soirées pour voir les bleus, donc ils viennent de toutes les hautes écoles, universités, facultés, etc. Et là, on intervient en groupe avec la ville, le plan de protection des conflits de la ville, avec le SAPV, donc le service d'aide policière aux victimes, avec Yannou. Et on leur explique, on a une psychologue aussi de mon équipe qui vient avec moi pour leur expliquer c'est quoi le baptême, c'est un jeu de rôle, c'est quoi un jeu, c'est quoi des rôles, être dominant, dominé. Donc on va parler du consentement, mais pas que dans le cadre de la relation sexuelle, dans le cadre aussi de je peux dire non, il y a des limites dans toute relation, dans tout cadre d'une relation, il y a des limites dans lesquelles moi je peux dire oui ou non. Et du coup, cette année-ci, en abordant les togés, on a pu aussi essayer de les sensibiliser à l'individualité de chaque bleu, au fait qu'un bleu qui a du mal, qui ne participe pas de façon tonitruante, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a déjà eu un parcours de violence, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être intégré dans le groupe, mais qui le fait au prix d'un effort terrible, parce que justement, le jeu de rôle de dominant, de je te crie dessus, etc., peut être extrêmement dur. Donc on a essayé de les sensibiliser au fait que de plutôt écraser le faible, il fallait peut-être essayer de faire preuve de bienveillance. Donc voilà, c'est tout un travail avec les 2 pôles, et on s'est dit ça. On a eu des retours, pas mal de retours des étudiants qui nous disent après c'est super ce que vous faites, etc. Voilà, on a pas mal d'échos qui sont positifs, donc on continue. Petite question, c'est très intéressant. Avant de donner la parole à Mélodie, donc vous parliez des bleus. En termes de genre, on est en présence d'une forte proportion masculine, ou on a aussi des bleuettes? Enfin, je sais pas. Ils sont tous ça, ils sont obligés. Oui, et donc, est-ce que vous voyez un accueil différent de votre... ou pas nécessairement? Non. Et on a des garçons. Moi, j'ai des garçons qui sont venus me dire, c'est plutôt des garçons moi, qui sont venus me dire c'était chouette. Donc non, je trouve que aussi les mentalités commencent à changer et puis on va les chercher aussi. Enfin moi je vais les chercher, je leur dis les garçons vous devez vous sentir concernés, les garçons agressés ça existe, vous n'allez pas le dire, vous allez avoir peur de vous montrer, de dire que vous êtes victime, mais on sait que il y a beaucoup de garçons qui sont agressés enfants, ados, et que c'est beaucoup trop tabou pour qu'ils osent venir le dire, quoi. Merci Karine. Je vais redonner la parole à Mélodie parce que justement, dans cette idée de parler du consentement, mais pas uniquement dans le cadre de la relation sexuelle, c'est ce que vous m'aviez dit en disant, nous, c'est important de ne pas être... Vous pouvez en dire plus peut-être? C'est vrai que j'étais peut-être un peu rapide, j'ai donné directement les constats de nos animations. Peut-être d'abord donner le contexte effectivement de ce qu'on fait. Mais donc, on est une SBL qui est active depuis 6 ans. Nous, donc, on se concentre vraiment sur tout ce qui est animation sur le consentement chez les jeunes. On a donc 2 formules différentes de base. C'est donc les très jeunes, jusqu'à 12-13 ans, où là on parle de consentement propre. On va vraiment aborder les limites personnelles, son agentivité, la capacité à dire oui ou non et reconnaître son propre consentement. Donc voilà, les animations se déroulent généralement dans les écoles, mais on est aussi actif dans les institutions d'enfants placés sous la tutelle du juge, mouvement de jeunesse, etc. Et donc, on essaie d'être le plus interactif possible. Comme effectivement, on est vraiment dans la prévention, on essaie d'avoir un cadre le plus ouvert et bienveillant parce qu'on veut que tout le monde, que ce soit accessible à toutes et tous et que ce soit compréhensif le plus possible, la notion du consentement. Et puis ensuite, avec les un peu plus âgés, donc on est actif sur le consentement donc sexuel de 15 ans jusqu'à université aussi. Nous, on fait les cercles plutôt dans les universités. Et donc là, on aborde également tous les stéréotypes qui font autour de la culture du viol,
et des croyances encore fort enracinées. Donc, par exemple, on va aborder la dette sexuelle, le stealthing, le patriarcat, etc. Donc, on brasse assez large tout en essayant d'être le plus interactif possible pour que tout soit assez compréhensif par toutes et tous. Et notre volonté donc aussi de pouvoir intégrer les jeunes garçons le plus possible à nos enseignements et au cadre. Donc on essaye, comme mentionné déjà plus tôt, ils ont vite tendance à se sentir un peu ostracisés. Donc on va essayer de vraiment les intégrer le plus possible, que eux comprennent qu'ils ne sont pas là pour être fichés ou considérés comme futurs potentiels agresseurs. Et donc voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de construire ce cadre. Merci Mélodie. Je vais faire un petit tour avec une question qui va tout doucement clôturer cette table ronde pour laisser un long temps de parole à la salle. Sur les transformations nécessaires, voilà, s'il fallait agir en priorité sur une dimension du fonctionnement actuel des institutions, quand vous, dans vos pratiques respectives, et améliorer concrètement une dimension au niveau de la prise en charge ou de la prévention, de l'accompagnement, de la protection, laquelle serait-elle? On va faire un petit tour de table de chacune. Merci. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il manque, il manque des cadres d'intervention entre des espaces ambulatoires comme les équipes SOS et les cadres protectionnels des CRJ ou des CRG où on met les jeunes à l'abri. Il manque toute une série de types de prise en charge plus adapté à l'enfant pour pas être complètement coupé de sa famille, qu'il puisse y avoir un travail avec la famille tout en ayant la possibilité d'être à l'abri le temps qu'il faut et la possibilité de revenir en famille si c'est possible à un moment donné. Mais les choses sont... Enfin, je pense que quand un enfant met un pied dans une institution, c'est bien souvent malheureusement un engrenage et voilà, on essaye de faire au mieux, mais effectivement on récupère des jeunes en bout de parcours qui on a effectivement des témoignages de jeunes adultes qui se disent mais la façon dont on a réfléchi à mon parcours, c'est une catastrophe, quoi. Et donc faire partie du processus, c'est compliqué. Et le changer, c'est compliqué, mais il manque. Enfin voilà, il y a pas assez de place dans tous les services de l'aide à la jeunesse ou les services de soins. Voilà, c'est saturé. C'est parfois très maltraitant aussi, des jeunes qu'on veut mettre à l'abri en institution et qui finalement se retrouvent dans une institution où ils se font violenter, agresser aussi. Enfin voilà, c'est presque trop classique. Voilà, et donc c'est compliqué de trouver une solution qui est finalement bienveillante et pour l'enfant et pour sa famille. Oui. Donc manque de moyens, mais aussi finalement de formation pour les professionnels qui sont épuisés dans toutes les structures de soins qui existent, quoi. Oui. Nous, je dirais que c'est plus le manque de relais au niveau soins thérapeutiques pour les enfants. Pas au sein des CPVS, mais dans le réseau d'aide, du moins Carolo. Il est toujours bouché. Voilà, en gros. Je les rejoins sur le fait qu'il faudrait repenser, je pense, le parcours de l'après de la protection, mais je pense que le point essentiel, et c'est ce que Madame Poiré disait, c'est mon cheval de bataille, c'est la prévention. Et pour moi, la prévention, c'est changer les adultes de demain.
Et donc, je pense qu'on ne fait pas de mal à sensibiliser les adultes parce qu'on va en gagner quelques-uns, mais je suis persuadée que des adultes qui ont eu l'éducation, la culture qu'ils ont eue, voilà, j'ai 60 ans, on parlait tout à l'heure de l'émission, là, les dossiers de l'écran, bah oui, j'ai connu une époque où tout ça était d'une banalité. Voilà, moi, le prof d'UNIF qui m'interroge en première année, en première candice sur son divan et pas à son bureau, bah, ça a fait rigoler les gens autour de moi, mais ça n'a percuté personne, quoi. Donc, tout était banal, quoi. Tout était banal, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut élever les enfants et pas plus à coup d'Evras. Je pense qu'il doit y avoir dans la maternelle et en primaire non seulement une formation des instituteurs à tous ces signes du trauma dont on parlait tout à l'heure, mais un apprentissage et une transmission de la culture aux enfants pour que tous ces enfants qui sont dans des modèles familiaux dysfonctionnels puissent percevoir à un moment donné le plus tôt possible que ce qu'ils vivent, c'est pas bon pour eux, et je veux pas dire c'est pas bien, parce que je pense qu'on ne doit pas faire de la morale déjà à cet âge-là, mais qu'il faut leur apprendre ce qui est bon ou pas bon, plutôt que de leur dire ce qui est bien ou pas bien. C'est pas du tout la même chose, même si on sait que c'est pas bien, hein. Mais je veux dire, c'est pas agir de la même façon, c'est leur faire ressentir eux ce qui est bon ou pas bon. Et voilà. Et je pense que si on part de ça maintenant, mais de façon culturelle, c'est-à-dire que ça doit être tous les jours des petits exercices en classe, alors on joue un peu les uns avec les autres, et pas 2 heures d'Evras sur 6 ans d'école. Si on amène cette culture, on pourra ramener aussi de la parole chez des enfants qui diront bah tiens, moi c'est bizarre à la maison, voilà. Et je pense qu'on pourra faire d'autres adultes qui peut-être ne s'inscriront pas dans le cellulaire de leur famille et dans ce transgénérationnel qui est terrible, parce qu'on le voit aussi nous, le transgénérationnel, hein. Merci Karine. Je donne la parole à Mélodie. Mais moi, je m'aligne évidemment très fort sur cette position-là aussi. Et ce qui a été dit aussi par Madame Poirier tantôt. Mais c'est vrai que voilà, la prévention, c'est essentiel. Et comme vous le disiez aussi assez bien, 2 heures sur toute une scolarité, c'est vraiment, vraiment pas assez. Et dans un monde idéal, les parents sont aussi assez sensibilisés à ça pour que, on l'espère, voilà, ça puisse être aussi répété et puisse avoir un cadre où le consentement est plus respecté à la maison aussi. Et pour rejoindre un peu ce qui a été mentionné également, c'est nous on remarque pouvoir comprendre qu'est-ce que sont les violences sexuelles et sexistes, ça permet aussi parfois aux jeunes d'ouvrir la parole là-dessus. Nous on a beaucoup en fait de jeunes qui témoignent lors de nos animations parce qu'ils découvrent en fait parfois certains, enfin quand on décrit, on donne souvent le cadre légal en fait de qu'est-ce qui est considéré comme agression sexuelle, viol, etc. Et certains en un coup se rendent compte qu'en fait ils ont aussi vécu une agression et donc viennent nous en parler après. Ça permet de... Désolée, j'ai pas entendu. Et ça permet de libérer la parole. Et voilà. Et puis après, ensuite, effectivement, vous êtes là, CPVS. Maintenant, j'en parle aussi. On redirige les jeunes vers ces instances-là pour qu'ils puissent avoir un encadrement et que le reste puisse suivre derrière. Nous, on n'est que là dans la prévention. Donc, je ne peux pas dire grand-chose de plus pour tout ce qui suit par la suite. Mais voilà. Fabienne. Oui, moi je dirais d'aller au-delà de on te croit, c'est déjà une première étape, mais après on te protège. Parce que la Civis montrait que 45% des enfants qui avaient fait un dévoilement n'étaient pas après mis en sécurité. Et dans l'exemple, les verbatims que je vous ai cités, ça peut être assez grave quand l'enfant parle et qu'on le dit à ses parents et que finalement on n'en fait rien. Donc c'est comment on protège l'enfant. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'activités dans les écoles, comme l'Evras, comme vous. Donc il y a Enfants Capables. La parole se libère, mais après, est-ce qu'on est sûr qu'une fois que la parole est libérée, c'est qu'il y a vraiment des actes? Sinon, on laisse des enfants en plan comme ça, qui ont pris leur courage à deux mains de parler, puis finalement, il n'y a rien qui bouge, ou alors c'est pire. Ils ont la raclée en rentrant à la maison. Et je voudrais insister aussi sur la question des parents protecteurs qui sont souvent des mères protectrices, comment elles-mêmes sont protégées. Et voilà, je suis proche aussi de la ASBL des Merveilleuses, qui est une ASBL de mamans monoparentales, famille monoparentale, où c'est souvent des mères, mais en fait, on leur retire parfois la garde de leurs enfants parce qu'elles ont osé dire, ou suspecter de l'inceste du père. Et la garde, le week-end alterné, elle est maintenue. Il y a l'enfant qui dit « je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller chez papa ». Mais on dit « mais si, parce que sinon je vais perdre ta garde, tu es obligé d'y aller ». Et je voulais vous montrer ce livre-là, si vous ne le connaissez pas déjà, Inceste d'État, mais c'est des mères en France qui sont en cavale parce que pour protéger leur enfant.
Parce qu'en fait, personne, et alors on parle de l'homme et l'artiste, enfin c'est un peu ça, et le juge Durand de la Civise, coprésident de la Civise, disait comment imaginer si on est soi-même, si un père est auteur de violences conjugales, qu'il a étranglé la mère, qu'il a failli y passer, comment on peut imaginer qu'il peut être un bon père et qu'il ne soit pas déchu de la garde parentale. Donc on voit des familles complètement dysfonctionnelles où c'est super dangereux d'aller remettre l'enfant chez le père. Et on dit présomption d'innocence, tant que le procès n'a pas eu lieu, eh bien, il faut lui donner sa chance, mais des fois ça dure 1 an, 2 ans. Et ce qui amène des mères à être complètement dans l'illégalité, à prendre leur enfant et à partir, à jeter leur téléphone, leur carte d'identité. Elles partent à l'étranger, mais elles savent elles-mêmes qu'elles sont en complète illégalité, mais parce qu'à un moment, elles se disent l'intérêt supérieur de mon enfant, c'est que et c'est grave d'en arriver là. Donc je voudrais vraiment, moi, la priorité, c'est comment on protège aussi les parents protecteurs. Et comment, au-delà de on te croit, c'est aussi on te protège, parce que je pense que la parole, maintenant, elle se libère quand même. Et grâce aussi à toutes les activités qu'on fait dans les écoles, mais en parlant avec des PMS et des PSE, ils disaient que eux, des fois, ils n'étaient pas trop confortables non plus, que des fois, des interventions sont faites par des associations extérieures où ils ne savent pas trop des fois ce qui s'est dit et ils se retrouvent une semaine après plein de dévoilements d'enfants, mais ils ne savent pas trop dans quel contexte l'intervention... Enfin voilà. Donc là aussi, la coordination, je pense, de tous les acteurs qui interviennent à l'école pour savoir qui fait quoi au moment où la parole se libère. Merci beaucoup Fabienne. Je voudrais peut-être terminer cette table ronde en redonnant la parole à Caroline Poiré. Si vous pouvez peut-être, par rapport à ce qui s'est dit, réagir et nous faire part de votre point de vue. Alors moi, par rapport indépendamment des pistes de réflexion et des recommandations, il y a une autre réflexion qui me tient à cœur, c'est que l'enfant redevienne, en tout cas dans le cadre d'une procédure judiciaire, sujet. Pourquoi ? Parce qu'il est à nouveau infantilisé dans le cadre de cette procédure judiciaire. On l'empêche d'être réentendu parce qu'on estime qu'une seule audition est nécessaire pour l'enfant. On estime que l'enfant ne doit pas venir aux audiences parce que ce serait trop violent. Et donc on voit en fait que de nouveau des adultes, des magistrats se positionnent et prennent des décisions pour eux. Et donc je pense que c'est important que, indépendamment de la violence qu'ils ont subie, je pense qu'il faut les considérer comme étant de vrais sujets de droit, en fait. Et après, je trouve trop beau de vous voir toutes et de voir qu'effectivement, à tout niveau, de la prévention peut se faire, en fait, ça c'est certain. Et de pouvoir, comme je le disais, décloisonner nos pratiques. Et ce que je pense également important d'avoir, c'est vraiment un référentiel commun. Je trouve, pour moi, il est assez insupportable qu'il y ait une disparité en fait des prises en charge et qu'une victime n'ait pas la possibilité d'avoir une prise en charge adéquate en fonction du lieu ou du temps dans lequel elle se trouve. Et donc, je pense que ces journées de réflexion sont vraiment importantes pour créer du lien entre nous, pour créer du réseau et qu'on puisse avoir le même langage, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Oui, en effet, je pense que ne pas oublier cette phrase, que l'enfant redevienne sujet de droit, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et qui peut-être inconsciemment, même malgré nous, on continue de se comporter en adulte. Et de penser la place de l'enfant en tant qu'adulte et l'enfant en tant qu'enfant. Tant qu'on ne retrouve pas une forme d'équilibre ou d'égalité, comme vous le dites, on risque véritablement d'être confronté à des grosses difficultés et des traumatismes et des souffrances cumulées. Je vais maintenant remercier toutes les personnes qui étaient à cette table ronde, d'avoir parlé vraiment ouvertement, d'avoir fait part des difficultés, des limites de ce travail très difficile que vous faites et qui est aussi
par moments épuisant, avec un sentiment qui peut être d'impuissance. Donc bravo à toutes de faire ce travail, et bravo aussi à tous ceux qui sont dans la salle et qui font ce travail.